Lumière et aurait sans doute rassemblé son camp. Donc la première remarque que j'ai faite, c'est celle d'un homme politique qui analyse et qui dit, ben voilà, quelque chose est changé. Voilà ce que ça veut dire. Ça va pas plus loin que ça. Ça veut pas dire, sans Sarkozy, la droite est morte. Elle aura beaucoup de difficultés, mais vous avez pu observer à la dernière élection que M. Fillon, en dépit d'une situation absolument inouïe et jamais vue, mis en examen en pleine campagne électorale, a quand même fait 20% des voix. Alors, donc la droite est une réalité en France. Elle a un poids historique, elle a une tradition. Elle n'a pas disparu. Non, au contraire de la gauche traditionnelle qui, elle, s'est pulvérisée dans l'espace. Alors, il y a moi, et bien me voilà. On va y revenir. Mais on va revenir d'ailleurs sur les enquêtes tout à l'heure. Mais d'abord, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a exprimé sa sympathie et son soutien à Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça vous a gêné, vous ? Pas plus que ça, parce qu'on aura tout vu avec cette équipe. Mais moi, j'ai essayé, si vous voulez, de me mettre un peu à distance et de pas faire, à propos de M. Sarkozy, ce que je reproche qu'on m'a fait dans le passé. C'est-à-dire utiliser la justice comme un moyen de revanche politique. Je trouve que c'est malsain. Il y a une crise énorme de confiance dans la justice, ça sert à rien de le nier. Dans les milieux que je connais le mieux, qui sont les milieux populaires et syndicalistes, il y a eu un véritable renversement de situation en matière de confiance. Les gens étaient plutôt portés à avoir confiance. C'est beaucoup moins le cas parce que 800 gilets jaunes condamnés à de la prison ferme, parfois à 4 heures ou à 5 heures du matin, les gens se sont dit, qu'est-ce que c'est que cette profession qui accepte de travailler comme ça ? On va revenir sur le parquet national. Pour autant, je veux terminer, pour pas semer de doute. Nous avons tous intérêt à une justice indépendante et sereine. Pour ça, il ne faut pas qu'elle crève de misère matérielle et il ne faut pas que les doigts des politiciens soient trop près d'eux. Justement, parce que l'affaire Sarkozy, l'affaire Fillon, vous évoquiez ça tout à l'heure aussi, tout ça, ça a été instruit par le parquet national financier créé en 2013 par François Hollande. Et aujourd'hui, l'ancien président de la République, François Hollande, dont aujourd'hui en France le Parisien, dit à ceux qui, comme Madame Le Pen ou Monsieur Mélenchon, se plaignent qu'il y aurait un gouvernement des juges, je dis que le temps où les politiques étaient intouchables est révolu. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je ne sais pas de quoi il parle, parce que pour ce qui est proprement parlé du gouvernement des juges, il y a bien longtemps que je n'ai pas utilisé cette expression, et je ne l'utilise que dans un cas, lorsque le Conseil constitutionnel décide que tel ou tel article d'une loi qui est votée n'aurait pas dû être là, et qu'il l'annule. Bon, voilà, là je dis c'est un gouvernement des juges. C'est une expression qui permet de faire bref. Quant à lui, François Hollande ne manque pas d'air, parce que c'est lui qui a parlé à propos de la justice d'une institution de lâcheté. Je ne sais pas s'il est, lui, le mieux placé pour venir faire des reproches aux autres. J'ajoute que le temps où les politiques étaient intouchables, c'est aussi une période pendant laquelle le Parti socialiste a été au pouvoir. Alors je ne sais pas lequel de ses camarades il critique, mais il devrait le dire plutôt que de s'en prendre à moi. Pour terminer, le parquet national financier, est-ce que vous demandez sa suppression ? Si vous voulez, dans l'histoire de la gauche traditionnelle, à laquelle j'ai participé quand même l'essentiel de ma vie, nous avons toujours été contre les juridictions spécialisées. Par exemple, les tribunaux militaires, les tribunaux d'exception. On est pour les tribunaux de droit commun. Les parquets, c'est un petit peu différent parce que dans certains domaines, une certaine spécialisation est nécessaire. Là, vous avez 600 cas de tordus financiers qui ont des armées d'avocats qui sont mobilisés pour passer entre les gouttes de la justice. Donc, le parquet national financier... Donc, si vous voulez, non, mes camarades me disent, nous devons aussi être contre les parquets spécialisés. Je suis un peu sceptique, nous allons trancher tout ça dans la rédaction finale du programme, parce que autant je suis contre les tribunaux spécialisés, autant pour ce qui concerne les parquets, j'imagine qu'il y a des circonstances où quand même une certaine forme de spécialisation. Je termine, François Letellier, c'est vous qui avez choisi un sujet compliqué. Tout simplement pour dire, non mais pour répondre, ça veut dire que le parquet national financier a des raisons d'exister. Ah ben d'abord parce qu'il nous manque 100 milliards par an de truanderie fiscale, mais je parle pas du gars qui s'est trompé en faisant sa déclaration ou de la fille qui a oublié un papier. On parle de ceux qui vont à l'étranger, par exemple, les 35 familles sur 50 les plus riches de France ont réfugié leur argent au Luxembourg, qui est un paradis fiscal, membre de l'Union européenne. Juste pour terminer, le PNF, vous ne demandez pas sa suppression? Dans le moment, je pense que je ne demande rien d'autre que de réformer toute la justice. Des moyens matériels et une réorganisation sérieuse, notamment pour ce qui concerne les consignes qui sont données au parquet, qui fonctionnent. Moi, j'ai pu le voir quand même. Vous comprenez, quand vous avez des membres du parquet qui vont au Brésil voir le juge Moreau, qui est un fasciste, qui depuis a été viré, pour échanger des bonnes pratiques,
vous finissez par vous poser des questions sur ce qui se passe vraiment. On va revenir à... Et je mets de côté mes propres affaires, vous voyez, parce que aujourd'hui est un bon jour où je suis aimable. On va passer par le Pas-de-Calais, qui a rejoint les départements qui sont repassés sous confinement deux week-ends, pardon. Le gouvernement veut accélérer la vaccination. De son côté, 250 000 injections hier, en une seule journée. Mais pendant ce temps-là, il y a la réforme de l'assurance chômage qui a été annoncée cette semaine. Et cette semaine a été aussi marquée par des violences urbaines. Réveil confiné pour la ville de Calais. On voit personne. Non, c'est surprenant. Des Calaisiens confinés, mais autorisés à sortir également pour se faire vacciner. Alors beaucoup se pressent dans ce centre de vaccination. Ça va être ma seule sortie pour ce week-end. Oui. Donc l'objectif pour les pouvoirs publics, c'est d'accélérer la vaccination qui doit nous permettre de gagner du temps précieux dans cette lutte contre la pandémie. Pour la première fois depuis des mois maintenant, le retour à des vies plus normales est en vue. Peut-être, nous l'espérons, dès la mi-avril. Seul un tiers du personnel de santé est aujourd'hui vacciné. Insuffisant, dit le ministre de la Santé. Quand on est soignant, il est de notre responsabilité de se protéger. Malgré la crise du Covid-19, malgré l'opposition des partenaires sociaux, la réforme de l'assurance chômage s'appliquera. Vous persistez dans votre obstination à aggraver la précarité des plus fragiles dans notre pays. Vous annoncez ainsi vouloir faire plus d'1,3 milliard d'économies sur le dos des demandeurs d'emploi. Cette réforme, elle est injuste, incohérente, déséquilibrée, anachronique, et donc elle n'a pas lieu d'être. On va Vous regarder ce qui plié. est possible de faire en termes de recours, notamment au Conseil d'État. Dans le quartier de la Duchère à Lyon, des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre après l'accident du scooter d'un adolescent. C'est à Beauvais que le Premier ministre a souhaité se rendre, accompagné du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Une visite qui intervient après plusieurs soirées de violence urbaine. Jean-Luc Mélenchon, Jean Castex promet de mettre le paquet sur la vaccination, il l'a redit hier. Pour vous, ça y est, c'est une bonne nouvelle. Enfin, peut-être le début de sortie de crise du Covid ? Tout ce qui va dans le bon sens est une bonne nouvelle, mais là, c'est pas le cas. Faut pas raconter d'histoire. Francis Letellier, d'abord, ils racontent ce qu'ils veulent. D'une semaine à l'autre, le nombre de vaccinés ou d'objectifs de vaccination change. Tout ça donne quand même le sentiment d'être totalement et encore largement improvisé. J'ajoute qu'on revienne au confinement est quand même la marque, le signal d'un échec. Parce que le confinement, c'est une méthode moyenâgeuse. Ça fait des mois que je propose, avec mes amis, qu'on organise une autre façon pour éviter le confinement. La France, je l'ai déjà dit sur ce plateau, ne pourra pas rester comme ça en période de confinement localisé. Ce sont des confinements localisés. D'accord. Allez-y, vous, là où c'est délocalisé. Oui, d'accord. Mais on pense à tout le monde. On doit traiter du cas général. J'ajoute que sur les vaccins, là aussi, nous avons une attitude qui est stupide qui a été menée. Comme ils ont peur des vaccins russes, j'ai été, je crois, le premier à en parler ici, j'ai dit on ne s'occupe pas du régime politique du pays où des scientifiques ont trouvé un vaccin. Aujourd'hui, il faut aller au-delà du système européen, il faut aller chercher des vaccins partout. Mais attendez, le système européen consiste à aller chercher des vaccins partout, sauf à l'endroit qui contrarie l'Europe. Nous savons depuis le mois de novembre, officiellement, ils étaient là avant, les médecins français, une mission d'enquête est allée en Russie et a dit ce vaccin fonctionne à 92%. Les Allemands ont commencé à discuter. Les Russes, qui sont des partenaires de toujours, ont dit on veut bien fabriquer les vaccins avec vous, Français. On a répondu non. Pourquoi ? Parce qu'ils sont Russes, c'est tout. Mais alors, est-ce que vous pensez que les Français, parce qu'il y a un problème de confiance entre les Français et les vaccins, est-ce que vous pensez que les Français auraient plus confiance dans le vaccin russe que dans l'AstraZeneca ? Je pense que c'est pas une affaire de nationalité. Franchement, on s'en fiche la nationalité d'un vaccin. Vous croyez que les Français s'en fichent ? Je pense que plus on a une palette large, plus les gens se disent la technique est maîtrisée. Quand vous mettez en avant un vaccin qui nécessite d'être traité à moins 60 degrés, Monsieur Letellier, admettez qu'il y ait des gens qui se disent c'est quand même très dur à maintenir cette chaîne du froid. Alors attendez, je veux terminer. Je me rappelle aussi d'avoir été mis en cause par le sénateur républicain Malhuret qui avait fait au Sénat un numéro en disant « Regardez, le professeur Mélenchon de l'université de La Havane nous annonce une deuxième vague d'épidémie. » La deuxième vague a lieu et il y a un vaccin à La Havane. Il faut arrêter de traiter d'une manière idéologique les questions de santé Donc publique. le vaccin cubain, s'il est bon, il faut aussi l'amener en France. Évidemment. Mais est-ce que vous voulez que la palette plus loin ? Est-ce que ça veut dire que la France doit aller au-delà de l'Europe, c'est-à-dire faire ses propres commandes de vaccins ? Par la force des choses, puisque l'Europe ne fait rien. Regardez, sur le vaccin russe, quand j'ai posé la question, on m'a dit ils n'ont pas déposé le dossier administratif.
Mais on rêve. C'est pas à eux de déposer un dossier administratif pour demander s'ils peuvent vendre leur vaccin. C'est à nous de dire, écoutez, vous en avez, on en prend. Est-ce qu'ils sont sérieux? Donc la France doit retrouver une certaine liberté de ce point de vue. J'estime que oui, parce que nous perdons du temps, alors que nous pourrions en commander à plusieurs pays. J'ajoute que, de toute façon, nous achetons des vaccins à l'étranger, et si vous me posez la question de fond, je me pose la question de savoir pourquoi les Français ne sont plus capables de faire des vaccins. Alors, ça, on va pas y revenir tout de suite, parce qu'il y a une autre question d'abord. Si on va y revenir, je vais vous dire pourquoi, monsieur Le Tellier. Parce que non seulement on savait faire des vaccins, mais on savait vacciner. J'ai fait partie d'une génération, je ne dois pas être le seul, où on nous faisait le BCG. D'un coup, toute une génération était vaccinée en 15 jours. Aujourd'hui, on s'adresse à un cabinet de conseil McKinsey qui nous coûte 100 millions pour rien, et à la fin, c'est une pagaille noire. Si on faisait plus confiance à l'État plutôt qu'aux services privés, quand il s'agit d'intérêt général, on aurait de meilleurs résultats. Alors, justement, à propos de confiance, en ce moment, le gouvernement incite très fortement les personnels soignants des hôpitaux à se faire vacciner, parce que certains sont réticents. Oui. Est-ce que vous dites aussi il faut qu'ils se fassent vacciner? Écoutez, d'abord, je suis pas là pour venir faire le flanc-garde du gouvernement. Je commence à en avoir assez qu'on me demande tous les 5 minutes si j'approuve ou si j'approuve. Non, mais est-ce que... alors, enlevez le gouvernement, est-ce que les personnels soignants doivent se faire vacciner? Pour ma part, j'ai confiance au vaccin, en général. Mais là, j'ai posé la question, monsieur Le Tellier. Oui, vous en avez rencontré quelques-uns. Si vous m'aviez posé la question avant-hier, je vous aurais dit, j'en sais rien. J'ai posé la question à la personne en qui j'ai le plus confiance pour ce genre de situation, qui est la députée de Meurthe-et-Moselle, madame Caroline Fiat. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Députée de la France Insoumise. Oui, députée de la France Insoumise, et qui a voulu à tout prix reprendre une partie de son travail d'aide-soignante pour donner le coup de main. Dont je veux la féliciter encore une fois, ici sur ce plateau. Mais je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous faites ? Parce qu'elle est évidemment aussi pro-vaccin. Elle me dit, mais écoute, personne n'y comprend plus rien. Au début, on ne savait pas qui y avait droit. Ensuite, il y a des gens qui ont appris qu'ils avaient droit à être vaccinés prioritairement, juste parce qu'on les mettait en cause à la télé. Elle m'a dit, tout ça a été mené en dépit du bon Donc sens. sur les aides-soignants, vous dites quoi, vous ? Il faut que ces aides-soignants soient quand même vaccinés ? S'il y a des vaccins qui marchent, il vaut mieux que les aides-soignants qui sont en première ligne soient vaccinés. J'ajoute ceci, il vaut mieux qu'ils aient des blouses, il vaut mieux qu'ils aient des gants, il vaut mieux qu'ils aient des masques quand ils sortent, et il vaut mieux qu'ils aient assez de matériel. Je trouve un peu curieux qu'on finisse toute cette histoire par mettre en cause ceux qui soignent. Je trouve ça ridicule et, à certains égards, tellement caractéristique de la Macronie. S'il y a des chômeurs, s'il y a du chômage, c'est de la faute des chômeurs. S'il y a des pauvres, c'est de leur faute. Et puis, s'il y a des aides-soignants malades, c'est de leur faute. Non, ça suffit maintenant. Il faut un peu respecter les gens. Mais que les aides-soignants soient vaccinés, pour bien vous comprendre, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose, mais je comprends pas pourquoi vous insistez. Je ne veux pas participer à la meute qui aboie sur les enseignants. C'est clair, les aides-soignants, Francis Le Tellier. Oui, les enseignants ou les aides-soignants, c'est tout du pareil au même. Je ne participe pas aux meutes qui désignent une profession, la montrent du doigt et la culpabilisent. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire ? Malgré vous, j'en suis bien persuadé parce que je vous connais. Vous êtes en train de dire que nous avons un problème à l'hôpital parce que les soignants ne veulent pas se vacciner. C'est ça que vous envoyez comme message aux Français ? Eh bien, moi, je dis que c'est un message injuste, cruel et inutile qui propage la panique au lieu de régler les problèmes. Il n'y a pas besoin de faire des émissions de télé pour convaincre les soignants d'être vaccinés. Faut en parler tranquillement avec eux. Ce sont des personnes responsables et dévouées au bien des autres. Bien, on va accueillir maintenant Nathalie Moré, qui est journaliste politique dans les quotidiens régionaux du groupe EBRA. Bonjour Nathalie. Bonjour Francis, bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour madame. La campagne 2022 sera à 2.0, au moins. Ce sera peut-être 3.0, 4.0, j'en sais rien du tout. Surtout qu'en temps de pandémie, il va peut-être falloir s'adapter, il n'y aura peut-être pas de meeting. Au siège de votre campagne... Malheur, s'il n'y a pas de rassemblement. On est allé au siège de votre campagne, dans le 10e arrondissement de Paris. Tout est prêt, visiblement. Oui, c'est vrai. Pas tout à fait, sinon... C'est votre nouveau quartier, monsieur Mélenchon ? Ouais. Puis c'est un quartier populaire encore par là. Le bureau de vote qu'il y a là, ça vote beaucoup insoumis. C'est une épreuve physique, une élection comme celle-là. J'ai dû tirer le bon numéro à la loterie génétique. Ça va, Jonathan ? Ça va, ça va. Ici, c'est le cœur du système. Toute la partie numérique, le site Action Populaire, le réseau social, tout. Et c'est eux qui ont tout inventé. Voilà, vous avez les petits Mozart. On a mis 10-0 à la concurrence.
Aujourd'hui, il faut être sur quelle appli? Instagram, TikTok, Twitch. C'est un peu plus dans l'esprit des réseaux sociaux du début. J'ai 1 200 000 personnes qui me suivent sur Facebook, 2 millions sur Twitter, c'est mes 2 plus gros comptes, les autres sont forts aussi, mais bon, je suis toujours très méfiant, parce que si je dépends de ça puis qu'on me coupe, c'est fini, on m'entend plus. Alors là, maintenant, ici, c'est chez moi. Ben ça va, c'est déjà tout installé. Salut les petits. S'il y a un kawa, je le prends. Hein. Ça, c'est mon équipe, mon groupe. C'est certainement une des belles choses qui m'est arrivée dans ma vie politique. C'est une expérience extraordinaire. Moi, j'ai de quoi faire un gouvernement là-dedans. Le lanceur d'alerte? Bah oui, parce que lui, je l'ai visité sur place. Si je suis élu, le lendemain, je demande aux Anglais de nous le donner, aux Américains de supporter ça sans faire des histoires, et à lui, s'il est d'accord pour venir chez nous. Ça, c'était mon premier 100 000 YouTube. Maintenant, j'en ai 5 comme ça, 500 000. 500 000. Et il n'y a pas de... C'est 1 million qui a le diplôme suivant. C'est bon? Ouais. Je me défoule un peu ici, c'est un endroit où je raconte ce que je veux pendant le temps que je veux. Donc, voilà, c'est le 132e numéro de cette revue de la semaine. Et sans tarder, générique. Nathalie. Jean-Luc Mélenchon, vous êtes candidat à la présidentielle depuis 4 mois maintenant. Est-ce que vous avez déjà commencé la campagne pour récolter les 500 parrainages? Oui, comme toutes les autres campagnes. On a démarré 2 mois plus tôt que je ne l'ai fait dans les 2 précédentes campagnes en raison de l'événement que vous signalez, confinement, reconfinement, on peut rien prévoir. Hein. C'est donc très difficile, il fallait partir un peu plus tôt et puis en quelque sorte équiper mon dispositif de campagne. Il y a beaucoup de moyens très pointus, technologiques, donc il nous fallait roder les instruments et pas arriver à la dernière minute. Et grâce à ces instruments, je sais que j'ai d'ores et déjà presque 200 signatures de parrainage d'élus acquises. Vous savez que je mène une campagne pour qu'il puisse y avoir le parrainage citoyen. C'est-à-dire que 150 000 personnes, comme ça avait été proposé par une commission, puissent parrainer quelqu'un et être candidat. Pour la prochaine présidentielle, c'est 500 signatures d'élus. Ben attendez, c'est pas dit, madame, parce que je fais une proposition de loi qui passe dans la niche parlementaire au mois de mai. Donc, s'il y a une majorité parlementaire, ça peut se trouver. Eh bien, à ce moment-là, il y aura le parrainage citoyen. Sinon, en effet... Il faut les grands élus. Franchement, pour eux, c'est une corvée. Parce qu'il y a un doute pour vous, c'est que Fabien Roussel, peut-être, sera candidat, lui aussi, à la présidentielle. Le numéro 1 du PC. Oui, c'est le numéro 1 du PC. Bon, est-ce que vous avez peur que ça limite votre nombre de parrainages? Non, il a dit lui-même que les élus communistes étaient libres de leur signature. Donc, ils feront comme ils le jugent bon. La dernière fois, on a fini à presque 700 ou 800 parrainages. Donc, vous n'êtes pas inquiet? Si, je suis inquiet je suis obligé d'être inquiet parce que je dois me soucier de tout. Mais disons que je suis moins inquiet cette fois-ci que je ne l'étais à la précédente élection, où là, il y avait eu une consigne, notamment des dirigeants communistes, pour des raisons que j'ai oubliées, je ne sais pas sur quoi on se disputait à l'époque, et ils avaient décidé qu'ils réservaient leur signature. Pour finir, j'y étais arrivé quand même. Alors, ça m'a rendu plus détendu, si vous voulez. Tous les sondages pour la prochaine élection présidentielle donnent Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour de l'élection. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Ah ben oui, parce que ça dégoûte tout le monde. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour que ça n'arrive pas? Mais qu'est-ce que vous allez faire pour que ça n'arrive pas? Parce que votre ambition est allée. Si tous les sondages annoncent qu'il y aura de la pluie, tous les sondages, tout ça n'est pas sérieux. Votre iPhone est en charge. Vous êtes tous des observateurs de la vie politique. Vous savez très bien que tout ça n'a pas de sens. La preuve, il suffit de regarder qui était donné comme candidat ou élu 1 an avant la dernière fois. Donc je dis que c'est très bien parce que, comme c'est mis en scène par monsieur Macron depuis des mois, madame Le Pen n'a rien à faire, elle a du pot, elle fait rien, elle attend, et l'autre fait le boulot. Et puis, il a fini lui-même par prendre le mort aux dents, et il a fini par se dire, maintenant que j'en ai fini avec la droite, je vais passer à l'extrême droite. Et là, patatras, toute l'affaire s'est retournée en quelques jours, notamment grâce à un éditorial et un article de Libération. Justement. Alors justement. Non, mais attendez, c'est grandiose le moment. Justement, non, il n'y a pas justement, je termine d'abord ma phrase. Si vous voulez bien écouter les gens jusqu'au bout, ça ne m'obligera pas à expliquer pourquoi je parle plus longtemps. Donc, la situation s'est retournée. Et vous avez une majorité de gens aujourd'hui qui disent, si c'est monsieur Macron qui est candidat, alors madame Le Pen est élue. C'est la catastrophe totale pour leur scénario. Alors, Nathalie. Donc je vous annonce que la situation va se réouvrir et devenir plus volatile, ce qui va rajouter des épisodes au feuilleton. Vous avez cité vous-même la une de Libération. Est-ce que vous comprenez ces gens de gauche qui disent qu'ils ne revoteront pas
pour Emmanuel Macron s'il y a ce duel-là. Et vous ? Bien sûr que je les comprends, parce que je sais pourquoi ils sont comme ça. Moi, je n'ai rien dit. Je voyais la vague monter autour de moi. Mais quand vous avez 800 gilets jaunes condamnés à de la prison ferme, vous allez demander aux gens qui ont soutenu ce mouvement de dire « Ah ben c'est d'accord, c'est la plus grosse vague de répression qu'on ait jamais vue dans ce pays depuis la guerre d'Algérie, mais c'est pas grave. » Quand vous avez un président de la République qui dit « Pétain était un grand militaire et Maurras un grand écrivain », c'est-à-dire deux figures de l'antisémitisme et de la trahison de la patrie en France, vous croyez que ça marque pas les gens ? Mais enfin, vous rêvez, les gens. Monsieur Mélenchon, la vraie question, c'est de savoir si Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est la même chose. C'est ça la question. Clairement pas la même chose, puisque l'un est d'extrême centre, c'est-à-dire libéral complètement échevelé, c'est-à-dire très autoritaire, et l'autre, on ne sait pas très bien ce qu'elle veut, parce que maintenant la voilà repeinte en européenne très allante, elle est devenue européenne, elle dit que l'islam c'est une religion comme les autres, et vous avez ce pauvre Darmanin qui aussitôt dit « Ah ben vous êtes trop molle », donc c'est devenu un objet flou, Madame Le Pen. Mais nous savons bien qui elle est, c'est l'extrême droite traditionnelle, c'est pas pareil. Mais attendez, disons quand même une chose, ce n'est pas pareil, mais pour autant, je ne reprendrai jamais l'initiative de dire « faites ceci ou faites cela ». La dernière fois, on m'a accusé d'avoir mis un signe égal entre eux. C'est faux. J'avais dit pas une voix pour Madame Le Pen et j'avais dit aux Insoumis « dites ce que vous voulez qu'on fasse au deuxième tour ». On avait fait un sondage, vote blanc, abstention ou vote Macron. Et on a affiché le résultat. Voilà comment j'ai procédé. Donc cette fois, si c'était le cas, vous ne rediriez rien du tout. Mais parce que les consignes n'ont aucun poids aujourd'hui, Monsieur Le Tellier, il faut vivre avec son époque. C'est fini le temps. Ça peut même avoir l'effet inverse, hein. Je vous le fais pas dire, alors je vois que vous êtes encore plus malin que vous en avez l'air. Un mot sur la proportionnelle, Jean-Luc Mélenchon. Vous savez que François Bayrou s'active beaucoup pour qu'il y ait de la proportionnelle dès les prochaines législatives. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Est-ce que vous voulez les législatives, pour les prochaines législatives, la proportionnelle ? Oui. Il m'a appelé. D'accord. Je lui ai dit, ça dépend de quoi tu me parles. Si c'est une arnaque comme celle que proposent tes camarades, c'est pas la peine de m'appeler. Et il me dit, je propose la proportionnelle de 1985, celle qui a eu lieu en 85. Intégrale. Proportionnelle départementale, avec un seuil d'entrée pour être élu, ça dépend, on met ça à 3 ou à 5%, comme on veut. C'est ça que vous voulez, Si c'est ça, oui. D'ailleurs, si ça avait été ça en 2017, il y aurait eu 62 députés insoumis. Donc je peux pas dire non. De plus, j'ai approuvé en 1985, c'est pas pour avoir changé d'avis aujourd'hui. Donc je lui ai dit, si c'est ça. Mais autre chose, non. C'est pas la peine de m'appâter avec une proportionnelle pour essayer d'en faire passer une autre. Si c'est ça, pour ma part, je voterai et je tâcherai de convaincre mes amis insoumis qui, majoritairement, me semble-t-il, ils sont favorables aujourd'hui. Mais vous savez que nous, on brutalise pas les gens entre nous. On prend le temps jusqu'à ce qu'on soit d'accord. Une dernière question, Nathalie. Oui, sur les élections régionales qui arrivent, c'est maintenant dans 4 mois. Dans les Hauts-de-France, la France Insoumise fait alliance avec les écologistes. Ce n'est pas le cas en Île-de-France où la liste de Clémentine Autain y va seule. Est-ce que vous croyez que c'est... pas du tout. Avec les communistes, sans les écologistes. Est-ce que vous croyez que ces différences-là sont lisibles pour les gens ? Bien sûr que non, que je ne le crois pas. Mais commençons par dire ce qui est. La liste de Clémentine Autain en Île-de-France, pour que l'information soit correcte, se fait avec les communistes sur la base d'un vote des communistes contre l'avis d'un certain nombre de leurs dirigeants. Ils ont voté qu'ils voulaient cette alliance. D'autres petites formations politiques de gauche sont rassemblées sur cette liste. Voilà. Bon. Donc, est-ce que c'est bien que ça soit pareil nulle part ? Non. Nous, les Insoumis, avons passé notre temps au début à demander un accord national aux Verts et aux communistes, en leur disant ceci. Les sujets de désaccord que nous avons, il y en a, notamment avec les Verts, l'Europe, les institutions, tout ça, ne sont pas en cause régionale. Donc, on peut s'entendre. Réponse des Verts, ça se décide à la base. Par conséquent, allez vous faire voir, amis insoumis. Donc, quant aux communistes, attendez Le Tellier, ayez la patience quand il y a des questions d'écouter les réponses. Donc, avec les communistes, la discussion a eu lieu. Elle a duré 2 mois, avec comme résultat rien, ou plus exactement, que les dirigeants communistes ont décidé, eux, de s'allier partout avec les socialistes sortants, et ils ont décidé, eux, de ne pas mettre le bulletin de vote avec la possibilité insoumis dans un certain nombre de régions. Quelle est notre ligne à partir de là ? Je conclus. Et vous allez voir que les choses se passent bien pour nous. Notre ligne, c'est partout, faites des accords, partout vous le pouvez, avec qui est prêt à faire des accords, car nous voulons faire la démonstration que nous ne sommes pas les sectaires qu'on n'a pas. Y compris le PS. Donc, y compris le PS. Nous sommes la seule force politique de ce pays qui est capable d'être alliée dans 3 régions avec les Verts, dans 3 régions avec les communistes, dont 2 où ils ont la tête de liste.
avec le NPA en Nouvelle-Aquitaine, avec des indépendants comme dans le Grand Est. Et le PS La de France l'histoire. insoumise est le plus grand dénominateur commun dont on dispose pour affronter la droite et l'extrême Est-ce droite. que le Parti socialiste fait partie de votre union? Eh ben, là où ils décident, ils acceptent de pas être tête de liste, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je l'ai toujours dit, il faut qu'ils terminent. Mais là où ils sont pas tête de liste. Bah oui, écoutez, je vais vous dire pourquoi. Dans les régions où ils sont sortants, nos camarades les ont critiqués tout le long. C'est pas pour au dernier moment aller faire les basiles et dire ah bah attendez, finalement on a changé d'avis, on s'est trompé, on est pour les grands projets inutiles, on est pour la privatisation du rail, etc., etc. Merci. C'est pas sérieux. Merci Nathalie. Merci Nathalie. Une toute Merci, dernière question madame. très rapidement. Il y a le projet de loi climat qui arrive à l'Assemblée mardi. Il y a 5000 amendements. Qu'est-ce que vont proposer les Insoumis? C'est ni fait ni à faire, leur loi. Le président de la République avait dit « Je tire au sort 150 citoyens ». On se serait cru chez les Insoumis. Il les tire au sort. Ils se réunissent, ils font des propositions. Catastrophe pour Macron, 90% des propositions sont directement les mêmes que celles des Insoumis. Donc il prend un autre texte, il se ramasse en 3,5 et c'est ni fait ni à faire. Vous allez À faire part quoi, que- vous, pendant le débat? Alors, attendez, mais on va donc repasser Non, toutes non, il nos- faut 10 secondes. Regardez, il y a 10 secondes, alors voilà, je peux faire que ça, vous montrer cette revue, elle est en vente à partir de cette semaine. planification Ce sont toutes nos propositions pour la planification écologique. On les a toutes transformées en amendements, et la loi de M. Macron ne vaut rien. Donc vous voterez Pesticides, contre. extension Vous voterez d'aéroports... contre dans l'état actuel des choses. Pardon ? Vous voterez